Monde et bienvenue sur nos différentes plateformes pour suivre ce 4e numéro d'une série de conférences virtuelles et nocturnes initiées par 2 organisations, Lex-Africa et JIDER, notamment son programme Citizen. Des conférences qui vont porter sur différentes implications dans la gestion du Covid-19, des implications sanitaires, socioculturelles, droits humains, des implications sécuritaires, éducation, situation des enfants et des femmes, du point de vue des relations internationales, mais aussi des implications économiques. Justement, l'aspect économique, nous en parlons ce soir. Une économie mondiale aujourd'hui à genoux, croissance en baisse, diminution des échanges commerciaux, entraînant une récession mondiale historique avec un recul de la croissance estimé à 3% en 2020 selon les prévisions du Fonds monétaire international. Aucun continent ne sera épargné. En Afrique, ce serait alors la première dans la région depuis 25 ans. La Banque mondiale prévoit une récession qui pourrait être comprise entre 2,1% et 5,1%. Une catastrophe économique avec des conséquences certaines au plan social et humanitaire, entre autres, dans cette région qui était déjà confrontée, vous le savez, à d'autres formes de fragilités économiques. Pour espérer soulager nos économies très extraverties, le président Macky Sall a appelé à l'annulation de la dette africaine estimée à 365 milliards de dollars. Un plaidoyer largement relayé sur le continent. Les pays du G20 ont réagi en autorisant une suspension immédiate pour une durée d'1 an de la dette de 76 États, dont 40 d'Afrique subsaharienne. Le Sénégal se retrouve dès lors avec une réserve de 500 milliards de francs CFA, montant de la dette qu'il devait rembourser cette année et qui peut assurer le financement de la moitié quand même du fonds de 1000 milliards dénommé Force Covid-19. Mais loin d'être une bouffée d'oxygène, ce moratoire et toutes les autres initiatives du genre des partenaires bilatéraux et multinationaux, mais aussi celles obtenues avec les créanciers privés, vont davantage nous maintenir dans une économie de servitude. Et pourtant, il existe des possibilités endogènes qui nous permettront de transformer ce grand défi économique en opportunité pour le continent, pour le Sénégal. Des opportunités qui, si elles sont bien exploitées, nous pousseront à être plus audacieux dans notre approche monétaire pour amorcer une véritable rupture au sortir de cette pandémie du Covid-19. La création de notre monnaie, par exemple. Notre invité ce soir défend cette idée. Il s'agit du docteur Ndongo Samba Sylla. Docteur Sylla, bonsoir. Bonsoir, Monica. Oui, nous allons d'abord vous présenter à nos followers, mais d'abord quelques précisions. L'émission durait 1 heure de temps, mais aujourd'hui, on fera 2 heures. Parce que tout simplement, nous postons beaucoup de choses sur nos différentes plateformes, des sortes de sondages pour demander à nos followers qu'est-ce qu'ils aimeraient. Alors, ils ont demandé que le temps des débats soit un peu plus rallongé. Et deuxièmement, ils souhaitent également qu'à la fin de chaque présentation, le conférencier puisse nous faire un résumé de 30 minutes. Donc, tout cela avec l'autorisation de l'organisatrice en chef de Rokaïdié. Nous serons donc ensemble ce soir, Nongo, pour 2 heures exactement. Alors, pour vous présenter, vous êtes économiste du développement, responsable de recherche et de programme au Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. Notre champion ce soir, et oui, champion parce qu'il a été 4 fois champion du monde de Scrabble francophone, est aussi auteur et éditeur de nombreux ouvrages. Ses publications couvrent des sujets tels que le commerce équitable, les marchés du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux, la théorie démocratique ou encore la souveraineté économique et monétaire. Les travaux du docteur Ndongo Samba Sylla ont été cités par la presse internationale, notamment The Economist, The New York Times, The Guardian, etc. Avant d'annoncer le plan de votre présentation, Ndongo Samba Sylla, une contribution rédigée par de grands intellectuels et universitaires du monde entier, comme Wole Soyinka, Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, Lazare Kizerbo, Alpha Amadou Bari Bano, Demba Moussa Dembélé et vous-même,
Vous avez publié le 13 avril dernier cette contribution sous le titre « Aux dirigeants du continent africain face au Covid-19, il est temps d'agir ». Vous interpellez nos dirigeants pour qu'au-delà de la gestion temporaire de la pandémie du Covid-19 qui constitue une urgence, qu'ils aient à l'esprit dès à présent de la nécessité absolue de repenser la santé comme un bien public essentiel, à saisir ce moment de crise comme une opportunité afin de revoir les politiques publiques. La première question, Ndongo Sambasila, comment vous appréciez globalement la gestion actuellement de la pandémie au Sénégal, gestion sanitaire, économique et sociale, en 2 minutes? Il faut dire que c'est une situation qui n'est pas évidente, mais il faut apprécier avec beaucoup de satisfaction pour l'instant les efforts monstrueux, il faut le dire, qui ont été accomplis par le personnel médical, le personnel sanitaire de manière générale. Il faut dire que nous avons des gens sur qui nous pouvons avoir confiance et qui ne ménagent aucun effort en fait, pour préserver notre santé commune. Donc, il faut les remercier pour cela et les encourager en essayant de tout faire pour nous préserver les uns les autres en appliquant les gestes barrières. Alors, donc, je vous prie de vous approcher de votre micro et de parler un peu plus fort. L'autre question, toujours relative à votre texte collectif, quand dans ce texte, vous déplorez ce que vous appelez les logiques de profit et de monopolisation du pouvoir, quels sont les exemples pour les illustrer et qu'est-ce que vous proposez pour y mettre un terme? Lorsqu'on parle de monopolisation du pouvoir, c'est de dire que c'est la politique, de manière générale politicienne, comme on commençait. Ce n'est pas la politique pour libérer les populations, la politique comme art noble pour émanciper tout le monde, mais la politique juste comme conquête du pouvoir. Et là, nous avons de nombreux exemples. Et à côté de nous, on a vu le cas de la Guinée où un président s'accroche au pouvoir malgré les désirs de son peuple. Et donc, il est temps qu'on puisse tourner la page et aller vers des régimes politiques encore plus démocratiques que ce qui existe dans les pays du Nord. Ce sont des aspects, en tout cas, que votre présentation ce soir va certainement prendre en compte. Il s'agira de 3 parties, souveraineté monétaire, la question de la dette, les alternatives. À l'issue de chaque présentation, de chaque partie, il y aura un résumé que le modérateur fera, et ensuite on va ouvrir les débats. Donc, débat pour chaque partie. Au lieu d'attendre complètement la fin de la présentation des 3 parties pour ouvrir les débats, il y aura des débats à l'issue de chaque partie. Donc, Ndongo, pour la première partie, souveraineté monétaire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Lika. Oui, la première partie, ce sera sur l'importance de la souveraineté monétaire. Et j'essaierai de faire le lien avec la problématique du Covid-19. La souveraineté monétaire fait référence, disons, à l'indépendance financière du gouvernement. Et donc, c'est un élément indispensable parce qu'on peut dire qu'on peut mesurer le degré d'indépendance politique de chaque État à son niveau de souveraineté monétaire. Parce que la souveraineté monétaire peut être conçue comme un continuum, c'est-à-dire comme une droite où il y a des pays qui sont beaucoup plus souverains que d'autres. Mais pour parler de souveraineté monétaire, il faut d'abord parler de la monnaie. C'est quoi la monnaie? Parce que si on ne maîtrise pas, ou en tout cas, si on ne connaît pas c'est quoi la nature de la monnaie, en fait, on ne peut pas comprendre les phénomènes économiques. Malheureusement, et il faut le dire, la plupart de nos économistes ont tout faux sur la monnaie. Et quand vous avez tout faux sur la monnaie, vous avez tout faux quasiment sur le reste. Parce qu'à l'université, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne que la monnaie a 3 fonctions. C'est une unité de compte, c'est un moyen de paiement et aussi c'est une réserve de valeur. C'est important tout cela. Mais cela ne dit pas quelle est la nature de la monnaie. L'histoire qu'on nous enseigne à l'université, c'est de dire qu'en fait, la monnaie est née du troc, des inconvénients du troc plus précisément. Moi, je veux une poire et mon voisin a une pomme et on ne peut pas échanger. Et donc, à partir de là, nous inventons la monnaie. Et donc, la monnaie est conçue par les économistes, disons, du courant dominant, les économistes néoclassiques, comme une forme de marchandise. Et cette conceptualisation-là, elle est non seulement historiquement fausse, mais d'un point de vue théorique, ça fausse tout. Parce que la monnaie n'est pas une marchandise. La monnaie, c'est une relation sociale. Et contrairement à ce que disent les économistes, contrairement à ce qu'on enseigne dans les universités, la monnaie n'est pas née des inconvénients du troc. Cette approche fonctionnelle ne marche pas.
En fait, si on se penche du côté des anthropologues qui ont travaillé sérieusement sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de société où le troc a presque la monnaie. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est dans les sociétés qui ont produit la monnaie, qui ont été monétisées, où il y a eu parfois des phénomènes de troc. Parce que ce qui était courant auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que les gens partagent ce qu'ils ont, mais pas qu'ils fassent le troc. Et donc, le mythe du troc, c'est un mythe qui a été inventé par les économistes pour avoir une conception de la monnaie comme marchandise, comme bien rare, alors que la monnaie n'est pas un bien rare, c'est une relation sociale. Et donc ça, ce premier point, il est important de le dire. Le deuxième point que je veux dire par rapport à ça, c'est que la monnaie, c'est l'instrument aussi d'un État, la monnaie moderne. Parce qu'en fait, dans le monde moderne, la monnaie, c'est l'instrument que l'État utilise pour déplacer des biens vers lui. Il faut se rappeler, par exemple, la période coloniale. Qu'est-ce que les colons ont fait quand ils sont venus en Afrique? La première chose qu'ils ont faite après avoir dominé nos pays, c'est de dire, vous allez payer des impôts et vous allez payer dans notre monnaie. Et donc, ça servait à quoi la monnaie? Mais ça servait à détourner les circuits de production vers les types de production qui étaient désirés par les puissances coloniales. Et donc, ça montre qu'un État souverain ne peut pas ne pas disposer de sa monnaie. C'est un instrument pour, disons, avoir un certain impact sur l'économie. Mais quand on dit ça aussi, il faut faire remarquer que les gens, généralement, ils ont une approche, disons, physique de la monnaie. La plupart, disons, de nos compatriotes pensent que l'argent, ce sont les billets et les pièces que nous tenons. En fait, l'argent, en tout cas comme les signes monétaires que nous donnons, les billets et les pièces, ça ne représente que, disons, 5% maximum dans les pays riches, 5% des moyens de paiement. La plupart du temps, ce qu'on appelle argent, c'est des entrées électroniques sur les comptes bancaires. C'est ça, basiquement, l'argent dans le monde moderne. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et donc, c'est une monnaie qui est fabriquée par les banques. 95% de la monnaie qui circule, voire plus, est fabriquée par les banques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce qu'en fait, la monnaie est normalement un bien public, mais on est dans un monde où les banques veulent prendre ce bien public-là pour pouvoir l'utiliser à leur propre fin, c'est-à-dire avoir un peu de profit. Mais ce qu'il est important de dire par rapport à la problématique de la souveraineté monétaire, c'est qu'un État qui ne dispose pas de sa propre monnaie, en fait, c'est un État qui a le statut de collectivité locale au mieux et au pire, le statut de colonie. Il y a une citation que j'avais envoyée qui est celle d'un économiste britannique qui s'appelle Wynne Godley. Wynne Godley, c'est un monsieur très, disons, très intéressant et qui non seulement était le meilleur prospectiviste de la Grande-Bretagne, mais qui avait non seulement anticipé la crise économique de la zone euro et aussi la crise financière internationale, parce qu'il avait une approche assez spéciale qui est toujours pertinente, mais malheureusement qui n'est pas beaucoup connue par les économistes. Wynne Godley disait en 1992, au moment même où les États européens signaient le traité de Maastricht pour aller vers la zone euro, il disait ceci: le pouvoir d'émettre sa propre monnaie, de faire des tirages sur sa propre banque centrale, est la principale chose qui définit l'indépendance nationale. Si un pays abandonne ou perd ce pouvoir, il acquiert le statut de collectivité locale ou de colonie. Et donc ça, il faut le graver dans le marbre. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays qui n'a pas sa propre monnaie parce que le Sénégal est dans une union monétaire, l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, qui rassemble 8 pays qui utilisent le franc CFA. Et donc, quand il y a eu le Covid-19 dans notre pays, mon premier réflexe a été de dire qu'il nous faut un moratoire sur la dette et aussi un contrôle de capitaux pour limiter les capitaux qui pourraient sortir. Pourquoi? Parce que le Sénégal, n'ayant pas sa propre monnaie, est dans une situation de collectivité locale ou de colonie. Quelle est la particularité des colonies et des collectivités locales? C'est qu'en fait, elles dépendent des impôts et des taxes pour pouvoir financer les dépenses publiques. Alors que si vous avez votre propre monnaie souveraine, vous ne dépendez pas des impôts et des taxes pour financer en tant qu'État. Donc, il faut comprendre cela. Les collectivités locales doivent prélever des taxes et des impôts pour pouvoir dépenser. Alors qu'un État qui a sa propre monnaie peut toujours demander à sa banque centrale
de créer les liquidités nécessaires pour financer les dépenses publiques. Et donc, dans le cas du Sénégal, on sait qu'il y a le Covid-19 et donc l'activité économique va être profondément affectée. Donc, l'État ne va pas pouvoir, disons, s'appuyer sur les anticipations des recettes fiscales pour pouvoir financer les dépenses qui sont nécessaires pour faire face à la crise. Et donc, quand on est dans cette situation-là, où un État qui a le statut de collectivité locale ne peut plus vraiment dépendre des taxes et des impôts, donc qu'est-ce qui reste? Il faut faire appel, disons, à la générosité de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut demander un moratoire, ou bien une annulation de la dette, ou bien s'endetter à nouveau. Et donc, telle est la configuration particulière du Sénégal à ce moment-là, du fait de son statut monétaire. Mais on a très bien vu que dans d'autres pays, notamment des pays qui ont vraiment une monnaie souveraine, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., les banques centrales ont joué le jeu et tout de suite mis à disposition les liquidités souhaitées. Dans le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, on a vu tout de suite que la Banque centrale a dit qu'elle allait financer directement le déficit public de l'État pour faire face au Covid-19. Et donc, il n'y a pas besoin de prélever des taxes ou des impôts pour pouvoir faire face au Covid-19. Et donc, ça, c'est une option que les pays qui ont leur propre monnaie ont, que le Sénégal n'a pas. Parce que le Sénégal n'a pas sa propre monnaie et dans une zone monétaire. Le Sénégal a un statut sur le plan financier, je veux dire, de colonie. Et donc, ce n'est pas pour faire de la provocation, mais c'est pour aller dans le même sens que Win Godley qui disait que quand on n'a pas sa propre monnaie, on est dans un statut de collectivité locale ou de colonie. Donc, je pense que je vais m'arrêter là dans un premier temps et peut-être attendre quelques questions. Oui, M. Sylla, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, Ndongo, vous me recevez maintenant? Oui, ça va. Maintenant, je crois que vous me recevez. Donc, merci beaucoup pour votre brillant exposé. Nous allons très rapidement résumer ce que vous avez dit dans la première partie qui porte sur souveraineté monétaire. Donc, résumer, la souveraineté monétaire, à votre avis, est indispensable car elle dénote l'indépendance financière du gouvernement et ultimement son indépendance politique. Elle peut être utilement conçue comme un continuum, certains pays ayant plus de souveraineté monétaire que d'autres. C'est en substance ce que vous aviez dit à Ndongo, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, je vais demander à Fanta Diallo, qui est de l'autre côté, est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie concernant la monnaie? Non, pour le moment, on peut continuer. D'accord, on peut continuer, mais quand même, j'ai quelques questions excuse-moi, pour le docteur. J'ai une question pour le docteur Ndongo Samba Sylla. Pour votre définition donc, de la monnaie, qui est un instrument d'échange grâce auquel l'achat immédiat de tous biens et services est possible sans coût de transaction ni coût de recherche, que c'est un phénomène social qui se base sur la confiance. Alors, par exemple, dans notre subconscience, nous faisons plus confiance, par exemple, au dollar ou à l'euro, plutôt qu'à la monnaie de la Gambie, de la Guinée ou de la Mauritanie. Un pays, par exemple, comme le Libéria, qui a sa propre monnaie, il préfère, par exemple, qu'on lui paye les recettes fiscales avec le dollar américain. Ici même, l'État ne fait pas confiance à sa propre monnaie. Exactement ce qui s'est passé avec le Zimbabwe du temps de Robert Mugabe. Alors, ma question est la suivante. N'êtes-vous pas en train de vous focaliser sur la monnaie alors que celle-ci n'a de sens que si les exportations sont supérieures aux importations? Ce qui n'est pas notre cas puisque nous avons toujours connu une balance commerciale déficitaire. Par conséquent, le vrai problème, ce n'est pas la monnaie, mais plutôt la production. Souveraineté économique qui renvoie donc à la production, oui, mais une souveraineté monétaire, c'est tout un processus.
Merci pour votre question et pour la liaison entre monnaie et production. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les économies modernes, les économies capitalistes, sont sur le plan technique ce qu'on appelle des économies monétaires de production. Il y a un grand penseur allemand, un économiste, philosophe, Karl Marx, qui avait donné la formule. La formule, c'est AMA', c'est-à-dire argent pour produire des marchandises pour gagner un peu plus d'argent. Donc, dans le monde moderne, en fait, la monnaie était au départ. Donc, vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas d'injection monétaire. Et donc, s'il n'y a pas de financement pour la production, vous n'avez pas de production. Et donc, dans beaucoup de pays africains, il y a ce déficit de financement-là. Et donc, la monnaie, on va la séparer de la production. La production est intimement liée à la monnaie. Donc, ça, c'est important. Par rapport au cas des pays que vous avez donné, en fait, comme je disais tout à l'heure, le degré de souveraineté monétaire d'un pays permet un peu aussi de mesurer son degré d'indépendance politique. Vous avez cité le cas du Libéria. On aurait pu citer aussi le cas de la République démocratique du Congo, parce que c'est les deux pays les plus dollarisés. Quand on parle de dollarisation, c'est-à-dire que c'est des pays qui utilisent la monnaie d'un pays tiers. Et donc, vous voyez dans ces pays-là, la monnaie reflète d'une certaine manière les structures de production. Donc, ce sont des pays qui ont des richesses minières et qui sont, si je vais vite, exploités par des compagnies, de grandes compagnies depuis les temps coloniaux. Et on se rend compte que c'est le même système qui continue. Donc, le fait qu'il y ait deux monnaies différentes, quelque part, renvoie à cette structure qu'on voit au niveau de la production. Mais là, ce sont des exemples, j'aurais même dit de mauvais exemples, et pas forcément, disons, les exemples qu'il faudrait avoir en tête, parce qu'il y a beaucoup de pays en Asie du Sud-Est qui ont pu amorcer leur développement et à partir de leur propre monnaie nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays qui n'ont pas leur propre monnaie, il n'y a que les pays de la zone euro, les pays qui utilisent le franc CFA, et aussi en fait, un ensemble d'îles qui font partie de l'Union économique des Caraïbes orientales. Donc, l'Union monétaire des Caraïbes orientales. Donc, il n'y a que ces espaces-là. Sinon, pour la plupart des autres pays, le principe, c'est un État, une monnaie, parce que la monnaie, c'est l'instrument souverain d'un État. Mais donc aussi, on a trop de monnaie sur le marché. Si par exemple le Sénégal avait sa banque centrale et avait sa propre monnaie, il y en a beaucoup sur le marché. Mais les prix vont devenir chers et ce sera l'inflation. Si on injecte beaucoup de liquidités, on va davantage creuser les inégalités entre les riches et les pauvres, et avec un taux de pauvreté qui sera élevé, comme c'est le cas actuellement au Nigeria, où il y a à peu près 59% de pauvres, alors qu'au Sénégal, le Nigeria qui a sa monnaie, alors qu'au Sénégal, on est à 35% de pauvres. Donc, il faudra faire le choix entre créer des pauvres ou créer des riches. Et je pense que pour nos dirigeants, l'option à choisir ne souffre d'aucun doute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie n'est qu'un instrument. Et donc, ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Mais vous ne pouvez pas avoir une politique de développement cohérente si, en tant que nation, État-nation, vous n'avez pas votre propre monnaie. C'est une question de cohérence parce que vous ne pouvez pas séparer la politique budgétaire de la politique monétaire. Comme je vous disais, la monnaie, c'est l'instrument d'un État, des États modernes. Donc, le pouvoir de taxer, d'imposer, va de pair avec le pouvoir d'émettre la monnaie. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Quand vous séparez les deux, comme dans la zone CFA ou dans la zone euro, vous voyez les catastrophes que cela produit. Il y a beaucoup de pays qui ont leur propre monnaie, mais la monnaie est mal utilisée. Mais par contre, par rapport au niveau de vie, les pays qui utilisent le franc CFA, on sait depuis la période coloniale que les niveaux de vie sont tout à fait élevés. Je veux dire, le niveau des prix est tout à fait élevé parce que c'est des importations souvent surfacturées avec un taux de change qui ne reflète pas le niveau de vie des populations. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on a beaucoup d'éléments empiriques. Vous allez dans n'importe quel pays de la sous-région et vous voyez que, en fait, que le niveau des prix est beaucoup plus faible là-bas, malgré que ce que les économistes appellent l'inflation est beaucoup plus importante. Vous allez en Gambie, vous allez en Mauritanie, et même vous allez au Canada, vous échangez vos CFA, vous avez l'impression d'être riche, parce que c'est une monnaie qui est assez forte et qui ne reflète pas, en fait, le niveau de développement de notre économie. Oui, mais justement, comment comprendre? Moi, on aimerait bien savoir, comment comprendre que les pays qui ont leur propre monnaie peinent à décoller. Ils ont une souveraineté monétaire, mais
je crois qu'ils n'ont pas la souveraineté économique. Par exemple, le Nigeria, avec son pétrole, ils vendent du brut et achètent du raffiné. La Guinée, la Gambie ou encore la Mauritanie, n'est-ce pas un problème de gouvernance plutôt que de monnaie? Oui, dans leur cas, oui. Parce que, comme je disais, la monnaie n'est qu'un instrument. Et donc, c'est un instrument qui doit être libéré pour que les autres puissent fonctionner. Dans le cas des pays qui utilisent le franc CFA, la monnaie est un instrument qui est enchaîné. Donc, le reste ne marche pas. Mais dans le cas des pays dont vous parlez, c'est la vérité. Ces pays n'ont pas véritablement de souveraineté monétaire. Ils ont une souveraineté monétaire qui est formelle. Parce que peut-être que tout à l'heure, on y reviendra sur la question de la dette, mais le critère principal pour voir si un pays a une vraie souveraineté monétaire, c'est est-ce que ce pays a une dette en monnaie étrangère ou pas. En Afrique, il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il faut conceptualiser la souveraineté monétaire comme un continuum. Un pays comme le Nigeria a plus de souveraineté monétaire que le Sénégal, mais le Nigeria n'a pas du tout de souveraineté monétaire comparé aux États-Unis, comparé à la Grande-Bretagne. Parce que la souveraineté monétaire, c'est l'indépendance financière de l'État. C'est-à-dire que si un État donné veut financer des choses en partant des ressources existantes dans son pays, cet État n'a pas de contrainte de volume, c'est lui-même qui détermine les taux d'intérêt et cet État n'a pas de dette en monnaie étrangère. Il n'y a aucun pays africain qui réussit cela jusqu'à présent. C'est pourquoi il faut voir ça disons, comme un continuum. Il y a des degrés différents de souveraineté monétaire. Mais vous voyez, en fait, on ne connaît pas d'exemple historique de pays qui se soient développés, disons, dans le cadre d'une monnaie unique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'en monnaie, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un instrument qui est là-bas, qui ne compte pas, en tout cas qui décide tout ce qui doit être fait, et les autres instruments sont à côté. Ça ne peut pas marcher. Parce que comme je vous disais, on est dans une économie monétaire de production. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la monnaie, injecter dans l'économie, et après pour vous développer, il faut mobiliser les ressources locales. Et il n'y a aucun pays africain qui fait ça. Il y en a très peu. En tout cas, il y a certains comme le Maroc qui essaient de faire cela, mais ce n'est pas la tendance générale. Il y a déjà d'auditeurs qui sont envoyés sur nos différentes plateformes. Il y a beaucoup de questions, mais surtout des questions relatives à la dette, mais je crois qu'il y en a quelques-unes, Fanta, qui portent sur la monnaie. Exactement, on va démarrer par celle-là. Celle de M. Aronaba, qui demande si le Sénégal est suffisamment outillé pour imprimer sa propre monnaie. La deuxième est quel est l'impact des taux de change sur la dette? Parce qu'on s'endette toujours en euros ou en dollars. Oui, quand on s'endette en monnaie étrangère, il y a le risque de change. Le risque de change, ça veut dire que, par exemple, si votre propre monnaie est dévaluée ou la monnaie dans laquelle votre dette est libérée s'apprécie, vous pouvez avoir des problèmes, votre dette se renchérit. Le problème qu'il y a aussi quand vous endettez en monnaie étrangère, on le verra, c'est que vous pouvez être insolvable. Vous pouvez être dans une situation où vous dites je dois 1 million de dollars à un créancier et je n'ai pas 1 million de dollars parce que les prix de mes exportations ont chuté et donc je ne peux plus rien faire. Donc vous avez ces deux risques, le risque de solvabilité, mais aussi le risque de change. La deuxième question? Deuxième question par rapport? Toujours à la monnaie? C'est deux questions, Fanta. La première question, c'est est-ce que le Sénégal a les moyens d'imprimer sa monnaie? D'accord. En fait, quand on dit imprimer, ou bien même planche à billets, c'est une mauvaise expression. Parce que la monnaie, dans le monde moderne, comme je vous l'avais dit, c'est des entrées sur des ordinateurs. Donc, 95% des moyens de paiement, c'est des chiffres qui circulent sur les comptes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quant au fait, par exemple, d'imprimer les signes monétaires, les billets et les pièces, il y a peu de pays africains, en fait, qui en sont capables jusqu'à présent. Ils doivent être 7 ou 8. Mais ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un pays dit qu'il ne peut pas gérer sa propre monnaie, ça veut dire qu'en fait, ce pays ne mérite pas d'exister. Parce que ce qui fait la force de votre monnaie, c'est ce qui fait la force de votre économie. Parce que votre économie, normalement, si elle n'est pas viable, si vous n'avez pas assez de ressources, disons des terres, des travailleurs, de la matière grise, etc., vous estimez que sur le plan économique, votre pays n'est pas viable, et donc mieux vaut dissoudre ce pays-là et s'intégrer dans le cadre d'une fédération. Il faut comprendre cela, parce que la monnaie repose toujours sur des fondements réels. Et donc, si vous n'avez pas les ressources pour être un pays autonome, donc vous ne pouvez pas avoir une monnaie. Mais si vous dites que vous êtes un pays qui a les moyens de son autonomie, alors forcément, vous devez avoir votre monnaie. Mamleka, une question de Flavio MNF.
Oui, Fanta. Pouvez-vous nous parler du système de paiement en devise africaine d'Afreximbank? En fait, c'est un moyen qui permettra aux pays africains de commercer entre eux sans passer par les devises dominantes. Par exemple, si le Sénégal doit échanger avec le Ghana, généralement le Ghana va exiger des dollars, le Sénégal va exiger des dollars ou des euros. On ne passera pas par les dollars ou par les euros. Peut-être on pourra les utiliser comme des unités de compte, mais nous échangerons dans nos propres devises. C'est-à-dire que si le Ghana importe au Sénégal certains produits, le Sénégal mettra à disposition, disons, la Banque du Ghana créditera sur le compte de la Banque centrale de la BCEAO au Ghana les montants en fait, des importations. Par exemple, s'il a importé, je ne sais pas, 1 million d'euros, on dira vous avez l'équivalent en CEDI, disons, sur le compte de la Banque centrale du Ghana et vice-versa. Et donc, c'est une mesure qui est pas mal et qui permet en fait aux pays africains de stimuler un peu leur commerce. J'aime bien cette idée parce que en fait, il y en a qui sont partisans de la monnaie unique CEDEAO. Ce n'est pas mon cas parce que j'estime que c'est une copie de la zone euro et on connaît les limites de la zone euro. Donc, ce qu'il faudrait, si l'argument pour une monnaie unique CEDEAO, c'est de faciliter le commerce, avec ce type de dispositif, on a l'outil qu'il faut. Fanta? Oui, il y avait une question relative à l'éco, mais je Oui. pense que le docteur a déjà répondu en partie. Mais cette question était, quelle était son opinion sur l'éco? Moi, je ne suis pas favorable à une monnaie unique CEDEAO. Non pas parce que je m'y oppose de manière inconditionnelle, mais parce que tout simplement, c'est une réplique de la zone euro. La zone euro, comment elle a été construite? Elle a été construite en fait d'une manière qui défie tout bon sens économique. Je m'explique. Au départ, disons à la fin des années 60, il y avait un rapport qui avait été fait pour dire est-ce qu'il est possible que les Européens aient une même monnaie unique? Et donc la réponse a été normalement ce n'est pas possible parce que c'est des économies certes développées, mais qui ont des fondamentaux économiques différents, des cycles économiques différents, et aussi il y a des asymétries. Certaines économies sont plus grandes que d'autres, etc. Donc une monnaie unique ne peut pas marcher. C'est ce que disait ce rapport. Mais ça peut marcher à une condition qui est au préalable un fédéralisme politique, c'est-à-dire qu'un État européen qui émettrait cette monnaie. Dans ces conditions, ça pourrait marcher. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir la même politique économique, la même politique monétaire pour des économies qui sont divergentes. Actuellement, si on était dans le cadre de la monnaie unique CEDEAO, avec la baisse, disons, du cours du baril du pétrole, le taux de change du Naira, la monnaie nigériane, a chuté. Et donc, normalement, ça aurait dû être le cas des pays de l'UEMOA, mais ce n'est pas le cas. Et ce que ça veut dire, c'est que la même politique monétaire ne peut pas être optimale pour tous les pays en même temps. Et donc, à un moment donné, si les pays veulent s'assembler, il faut que quelque chose qui compense le fait que les pays ont abandonné leur souveraineté monétaire. Et c'est quelque chose-là, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Et ça n'existe pas dans la zone euro. Et ça a été, disons, le talon d'Achille depuis le début, et les gens le savaient. Et donc, il y avait une théorie qui était utilisée pour justifier le fait que les chefs d'État européens allaient vers une zone euro sans les préalables politico-économiques. Et donc, cette théorie, elle s'appelait Falling Forward. Ça veut dire, nous savons que nous allons tomber parce que nous marchons sur un seul pied. On a la même politique monétaire, mais on n'a pas les politiques communes ailleurs. Donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, du coup, quand il y a eu la crise de 2007-2008, on a vu tous les problèmes que cela a posé. Actuellement, on a vu que la Grèce ne s'en est pas du tout sortie, les pays comme l'Italie, l'Espagne, etc. La Grèce va retrouver son niveau économique de 2008 en 2034. Et donc, qu'est-ce qui va dire à la Grèce que l'Union européenne, en fait, l'eurozone a été un bon choix pour la Grèce? Personne. L'Italie, l'Espagne, c'est des pays aussi qui souffrent terriblement parce qu'une fois que vous êtes dans cette même zone et qu'il y a aussi le libre-échange en ces pays, mais les pays les plus grands vont quelque part un peu anéantir les industries des pays les plus petits et ces pays les plus petits ne pourront pas s'ajuster avec leur monnaie nationale qui n'existe plus et il n'y a pas de transferts fiscaux parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une fédération politique. Maintenant, si vous prenez ce modèle-là, vous le mettez dans l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria qui pèse près de 2/3 du PIB de la zone, le Nigeria qui est un pays pétrolier, alors que pour tout le reste, ils sont importateurs nets de pétrole. Vous voyez toutes les asymétries que ça crée, ça ne marche pas.
Je suis d'accord pour une monnaie unique à condition qu'il y ait le préalable du fédéralisme politique. C'est-à-dire qu'on ait un État fédéral d'Afrique de l'Ouest qui émet sa propre monnaie. Et je rappellerai aussi que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'autres exemples, disons, de monnaie unique entre pays souverains qui ne soient pas liés par une structure fédérale. Il n'y a que le cas de la zone euro. Dans le cas disons, du franc CFA, des pays qui utilisent le franc CFA, on sait qu'au départ, c'est une création fédérale coloniale, AOF et AEF, Afrique occidentale française, Afrique française. Donc, ce qui se passe dans l'eurozone, c'est une exception historique. Et nous, Africains, avec le recul, nous ne devrions pas faire les mêmes erreurs. Fanta? Il en reste deux. Oui, allez-y. Par quels moyens les entités prédatrices, telles que la finance internationale privée ou État, peuvent s'aborder une nouvelle monnaie naissante? Ah, mais tout dépend. En fait, quand on dit saboter une nouvelle monnaie, on a en tête l'exemple guinéen. Parce que la Guinée, rappelez-vous, en 1958, était le seul pays à dire non au référendum de Gaulle en disant que nous voulons toucher notre indépendance. Et 2 ans plus tard, la Guinée a commencé à avoir une monnaie. Et la France, en guise de représailles vis-à-vis de la Guinée, et aussi pour dissuader les autres pays de sortir du franc CFA, a organisé une opération qu'on appelle le PERSIL. Et donc, cette opération a été menée par le service secret français pour inonder de faux billets de banque l'économie guinéenne. Elle avait réussi à complètement faire dévisser la monnaie guinéenne. Actuellement, le contexte est différent. Les gens sont beaucoup appris par rapport à ces histoires passées. Et je pense que si certains pays ont une ambition de souveraineté monétaire, ont une ambition de souveraineté nationale, pour s'y prendre de manière méthodique. Je pense qu'avec les recettes anticipées du pétrole et du gaz, le Sénégal a les moyens de gérer une bonne monnaie nationale qui permettra de booster significativement son développement économique, à condition, bien entendu, d'être dans une logique de mobilisation des ressources locales. Une question de Ibrahima Faye. Est-ce que les nouvelles formes de monnaie électronique, crypto-monnaie, vont fonctionner sur les mêmes principes que celles dites classiques? Que celles dites classiques. Monnaie électronique et monnaie classique. Tout dépend de l'usage qu'on peut faire. On est actuellement dans un monde où il y a beaucoup d'innovation. Et quand on est un État souverain, il faut s'approprier ces innovations-là. Par exemple, on regarde dans le cas du COVID-19, il y a un instrument dont l'État ne dispose pas. C'est que, par exemple, si chaque citoyen sénégalais avait son propre compte, disons, à la Banque centrale aurait pu injecter directement de l'argent sur les comptes des citoyens sénégalais. Ça veut dire que tout le monde aurait un compte bancaire et grâce à la monnaie digitale bancaire de la Banque centrale, on aurait pu donner de l'argent à tout le monde. Et donc, peut-être ça nous aurait soulagé, disons, d'aller transporter des aides alimentaires, etc. Donc, le COVID-19 nous enseigne quelque part qu'il y a des instruments dont nous ne disposons pas et qui pourraient être utiles pour l'avenir. Donc, il faut être très flexible. Mais si vous n'êtes pas un État souverain, mais ce n'est pas possible. Par exemple, là, le Sénégal ne peut pas. Parce que si les autres États s'y opposent, le Sénégal est dans le cadre de l'Union monétaire. Alors, si le Sénégal a sa propre banque centrale, le Sénégal peut faire de l'inclusion financière pour tous ses citoyens. Et s'il y a certaines difficultés économiques, le gouvernement a la possibilité de donner directement de l'argent à ses citoyens en monnaie digitale. Merci beaucoup, Mme Lika, pour moi. Oui, on se retrouve pour la deuxième partie. Il y a beaucoup de questions dans la deuxième partie qui concerne oui, l'annulation de la dette. Je rappelle encore votre résumé, Nongo Sambasila, pour la première partie portant sur la souveraineté monétaire. Vous estimez que cette souveraineté monétaire est indispensable car elle dénote l'indépendance financière du gouvernement et ultimement son indépendance politique. Elle peut être utilement conçue comme un continuum, certains pays ayant plus de souveraineté monétaire que d'autres. La deuxième partie de votre présentation, Nongo Sambasila, faut-il annuler la dette? D'accord. Ma première remarque sera de dire que la question de l'annulation de la dette concerne des pays qui ont une souveraineté monétaire limitée.
Parce que si vous vous rappelez la première partie de nos discussions, je disais que les pays qui sont véritablement souverains sur le plan monétaire, c'est les pays qui ont zéro dette en monnaie étrangère. Donc, il n'y a aucun pays africain dans ce cas. Le pays le plus proche, c'est l'Algérie. Il n'y en a aucun. Donc, quand on parle d'annulation de la dette, là, on est très bien sur le terrain de la souveraineté monétaire. Donc, c'est ma remarque initiale. Donc, c'est les pays qui ont une souveraineté monétaire limitée qui parlent d'annulation de la dette. Faut-il annuler la dette? Mon point de vue est qu'il est souhaitable qu'on annule toute la dette publique extérieure des pays africains en particulier et des pays sud de manière générale. C'est mon point de vue. Il faut annuler la dette, mais je sais que ce ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 2008 et 2018, le profil de la dette en Afrique, la dette extérieure, c'est quelque peu modifié. Auparavant, la dette était un peu contractée auprès des institutions multilatérales et auprès de certains pays, des partenaires bilatéraux. Mais depuis 2008, on a vu que beaucoup de pays africains sont allés sur les marchés financiers pour émettre des eurobonds. Donc, les eurobonds sont des instruments de dette qui sont libellés en monnaie étrangère, dollars, euros, etc. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, etc. Beaucoup de pays africains. Et donc, maintenant, ces pays-là doivent, disons, de l'argent à des créanciers privés, etc. Comme Mamlika pourrait avoir 1 million de dollars à New York. Mamlika se dit qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt sont faibles, c'est peut-être 0%, et donc ça ne me rapporte pas beaucoup. Pourquoi pas financer une émission, en fait, en eurobond sénégalais? Je prends une tranche, et donc ça me rapportera peut-être 6% l'année, et donc ça fait beaucoup, 6% sur 1 million. Et donc j'investis. Et donc maintenant qu'on vient de vous dire que vous allez perdre votre argent, c'est très peu envisageable, parce que c'est des créanciers privés. Si c'est des institutions multilatérales, de par le passé, cela s'est fait. Et donc, c'est très compliqué. Et même pour les partenaires, disons, bilatéraux, en fait, des pays comme la France, ce n'est pas évident parce qu'on a vu Emmanuel Macron dire qu'il faut une annulation massive de la dette africaine, etc. Mais ce que Emmanuel Macron n'a pas dit, c'est que la France elle-même n'annule pas ses dettes. Parce qu'au début des années 2000, rappelez-vous, il y avait une campagne intense, Jubilé 2000, pour annuler les dettes du tiers-monde. Mais ce que la France a fait dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés, elle n'a pas annulé, elle a reconverti. Elle a reconverti comment? Par exemple, on dit que le Sénégal, je donne un chiffre au hasard, le Sénégal doit 100 millions de francs, 100 millions d'euros à la France. La France dit au Sénégal, d'accord, j'annule la dette, ça veut dire quoi? Le Sénégal doit payer les 100 millions d'euros, plus les intérêts. Je reprends ces 100 millions d'euros, moi la France et les intérêts, et je dis au Sénégal, j'ai de l'argent pour financer des infrastructures. Qu'est-ce que vous voulez? Une autoroute à péage ou bien quoi? Et donc, je vous finance ces 100 millions d'euros et vous rapportez un bout. Et comme ça, voilà, je dirais que j'ai annulé votre dette. Et qui va exécuter ces travaux? C'est les entreprises françaises. Il y a de nombreux exemples de cela et on a donné ces exemples-là dans le livre qu'on a fait avec Fanny Pigeot qui s'appelle L'arme invisible de la France. L'arme invisible de la France-Afrique, l'histoire du franc CFA. Et donc, ça concerne les fameux contrats CDD de l'AFD, Agence française de développement, contrats de désendettement et de développement. Donc, c'est une question qui n'est pas facile à résoudre. Et donc, il faut l'unité africaine si on veut, disons, faire annuler la dette. Mais ce ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que les pays africains sont dans une situation économique très compliquée et donc ils ont besoin de ressources extérieures. Et donc, du coup, s'ils disent qu'on ne va plus payer la dette, mais on va plus leur prêter de l'argent. Et donc, ils sont dans cette situation-là qui est un peu inconfortable. C'est pourquoi un État qui est souverain ne devrait jamais, je dis jamais, s'endetter en monnaie étrangère. Il y a une anecdote qui est très intéressante et qui nous vient du 19e siècle. C'est le président américain Ulysses Grant, qui est héros de la guerre de la sécession, 18e président américain, qui était allé rendre visite à l'empereur du Meiji au Japon en 1879. Et il lui disait ceci, si vous voulez garder votre indépendance politique, remboursez tout de suite la dette que vous devez aux autres pays. Ouais. Actuellement, le Japon a une dette qui dépasse les 200%. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est une dette qui est en monnaie nationale. Tout à fait. Et donc, il n'y a aucune contrainte de solvabilité. Et donc, le Sénégal, qui a un niveau de dette publique d'environ 65%,
Et surendetté. Le Japon, avec plus de 200%, ne l'est pas parce que le Japon ne peut jamais être insolvable dans sa propre monnaie. Mais le Sénégal peut être insolvable en dollars ou en euros parce qu'il faut que nous les trouvions. Et donc, c'est pourquoi la souveraineté monétaire, elle est aussi importante. Il faut tout faire pour se passer sur les ressources locales et sur la finance locale. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que annuler la dette ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que la dette, ce n'est pas la cause du sous-développement, loin de là. La dette, c'est le symptôme de ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est le modèle de développement que nous avons. Et le Sénégal est le meilleur exemple de cela. Pourquoi? Parce que quand vous contractez une dette, vous devez la payer. Quand on vous prête $100, le moment venu, vous devez trouver les $100 plus les intérêts. Les intérêts, on ne vous demande pas l'équivalent de $100 en CFA. Non, les créanciers demandent $100 plus les intérêts. Donc, comment vous pouvez faire pour payer cette dette-là? Normalement, vous devez avoir un surplus commercial, c'est-à-dire que vous exportez plus que vous n'importez. Mais dans le cas du Sénégal, depuis 1967, on n'a plus, disons, d'excédent commercial. Donc, on est dans une situation de déficit chronique du solde commercial. Et ça aussi, c'est lié à la question de la monnaie, parce que le franc CFA est une monnaie trop forte. Et aussi l'absence de financement de la production. Mais ça, c'est annexe. Le point est que nous ne pouvons pas dégager de surplus commerciaux, donc on ne peut pas payer la dette de manière, disons, sur le long terme, avec nos surplus commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attirer les investissements étrangers pour pouvoir bénéficier de devises et honorer, disons, le service de la dette. Mais les investissements directs étrangers ne règlent pas non plus le problème. Pourquoi? Parce que, généralement, lorsque l'investissement direct étranger intervient dans un secteur qui ne permet pas d'augmenter vos réserves de change, c'est-à-dire vos capacités à exporter, vos recettes d'exportation, cela se traduit par une détérioration de votre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va investir, par exemple, dans des infrastructures, mais les infrastructures n'apportent pas des exportations. Les infrastructures ne vont pas vous rapporter des dollars. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça va creuser votre balance commerciale parce qu'il faudra importer des équipements, importer des technologies, etc. Et chaque année, les investisseurs étrangers vont aussi rapatrier leurs profits, vont payer des honoraires exorbitants à des experts, etc. Et donc, tout ça, ça augmente votre besoin en devises. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour payer votre dette? Vous devez vous endetter à nouveau. Ça, c'est le mécanisme, en fait, qui a été à la base du développement du Sénégal, du sous-développement même, je dois dire, depuis 1960. En finance, il y a un terme pour cela, c'est ce qu'on appelle un schéma de Ponzi, une chaîne de Ponzi. Parfois même, on dit une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que pour payer le service de la dette, vous êtes obligé de contracter de nouvelles dettes. Sous le bouki. C'est comme ça que nous faisons depuis 1960. Donc, tant que nous ne réformons pas nos structures productives pour aller vers plus de souveraineté alimentaire, que les secteurs clés soient détenus par le capital sénégalais, tant qu'on est dans des logiques libre-échangistes à outrance, la dette sera toujours là. C'est pourquoi tous les 15-20 ans, il y a ce discours qu'il faut annuler la dette. Donc, il ne faut pas simplement se contenter d'annuler la dette, il faut annuler les mécanismes qui font que la dette est un problème pour nous. Et la dette est un problème pour nous parce que la dette tue, il faut le dire, la dette extérieure, elle tue. Et quand je dis elle tue littéralement. Et il y a deux économistes qui ont fait des travaux très intéressants sur ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Et donc ça fait partie aussi, disons, des revers de la dette. Et ces économistes, ils s'appellent Léonce Ndikumana et James Boyce. Ils ont fait des travaux très intéressants sur les flux financiers illicites. Et donc, leurs travaux montrent que les prêts étrangers, les prêts contractés par les gouvernements africains, contribuent à alimenter l'afflux des capitaux à court terme. Pour chaque dollar de prêt, chaque dollar que nous recevons en Afrique, 60 centimes sortent sous forme de flux de capitaux la même année. C'est grave. 60% de flux de capitaux. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est que chaque dollar qu'on consacre en Afrique au paiement du service de la dette se traduit par une réduction de 29 centimes du budget de la santé. Chaque dollar consacré au service de la dette se traduit par une réduction de 29 centimes du budget de la dette.
Pour chaque tranche de 140 000 $ que les gouvernements africains affectent au service de la dette, c'est un nourrisson de plus qui meurt, c'est un enfant de plus qui meurt. Et donc, le paiement du service de la dette en Afrique, chaque année, se traduit par une surmortalité infantile de 77 000 par an. Donc, ça aussi, ces statistiques sont une raison de plus pour tout faire pour que la finance soit locale, pour qu'on privilégie les financements en monnaie locale dans la mesure du possible et que tous les endettements étrangers que nous contractons doivent être examinés à la loupe pour voir si ces dettes-là peuvent, à travers les instruments, les investissements qui financent, générer les ressources en devises qui permettront de les payer. Sinon, ça va être un mécanisme qui sera là pour appauvrir les pays africains et tuer leur population. La dernière chose que je dois dire ici par rapport à la question de la dette, c'est que c'est bien beau de dire qu'il faut annuler, et j'ai dit qu'il faut annuler. Je suis d'accord pour qu'on annule. Mais également, il faut reconnaître que nos gouvernements se sont endettés de manière très irresponsable durant ces 10 dernières années. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme je vous disais tout à l'heure, au sortir de la crise financière 2007-2008, les banques centrales des pays riches ont mis en place ce qu'on appelle des politiques monétaires non conventionnelles. Donc, taux d'intérêt zéro et aussi ce qu'on appelle l'assouplissement quantitative easing. Donc, les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités dans le secteur bancaire et aussi sur les marchés financiers. Et donc, il y a eu beaucoup de capitaux qui ne pouvaient pas obtenir des rendements intéressants dans les pays du Nord. Et donc, ces capitaux ont afflué vers les pays du Sud. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que beaucoup de pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Ghana, etc., se sont rapidement endettés. Ils ont émis des eurobonds, je veux dire, sur une période très courte. Vous prenez le cas du Ghana, entre 2008 et 2018, sur 10 ans, le stock de dette extérieure a été multiplié par 5. Vous prenez le cas du Sénégal, ça a été multiplié par 4 sur la même période. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples. Et donc, la question qu'il faut poser à nos dirigeants, mais où est passé l'argent de cette dette-là? Le Sénégal, en 2014 et 2018, c'est 7 milliards de dollars de dettes extérieures de plus. Où sont ces 7 milliards de dollars? Quels projets ont-ils financés? Est-ce que ces projets peuvent générer les recettes additionnelles en devises qui permettront de rembourser ces prêts-là? Et donc, c'est pourquoi, au-delà de la question de l'annulation de la dette, il faut aussi insister sur la nécessité d'un contrôle citoyen de la dette extérieure. Moi, je plaide pour un observatoire citoyen de la dette extérieure. Cet observatoire citoyen devrait pouvoir avoir un pouvoir de contrôle a priori et a posteriori. Si nous devons nous endetter en monnaie étrangère, nous devons voir quels projets nous voulons, quels sont les types de projets pour lesquels nous souhaitons un endettement en monnaie étrangère. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de les financer sur place? Est-ce que ces projets sont opportuns? Est-ce que ces projets permettront de générer les recettes d'exportation ou en tout cas les réserves en devises qui permettront de financer ces dettes-là? Il faut se poser toutes ces questions. Et une fois qu'on s'endette en monnaie étrangère, il faudra aussi faire le suivi pour voir où est passé l'argent de la dette. Mais on ne peut pas juste dire et suivre nos chefs d'État en disant qu'on doit annuler les dettes extérieures africaines et ne pas leur demander de compte rendu, ne pas leur demander plus de transparence. La dette extérieure est une chose trop sérieuse pour être laissée au gouvernement et même au Parlement. Il faut un observatoire citoyen de la dette extérieure avec un contrôle a priori et a posteriori et avec le pouvoir de saisir la justice. C'était très brillant, donc, Samba Sylla, et beaucoup de personnes par rapport aux réactions que nous recevons sont d'accord avec votre développement. Hein. Le contrôle citoyen, ça c'est un message fort par rapport à la dette. Ça, il faudrait vraiment relayer ça. Ensuite, la dette tue, oui, surtout c'est en devise étrangère, mais la dette, elle n'est pas si mauvaise que cela, non. Surtout si elle est investie dans des secteurs productifs. Par exemple, pour le terre, vous avez parlé des eurobonds. Depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il faut le dire, hein, il a émis énormément d'eurobonds sur le marché financier, donc des créances privées
et le taux avoisinerait même les 46%, c'est-à-dire à peu près 4 347 milliards avec un taux de remboursement de 7%. C'est énorme. Le TER aujourd'hui, personne ne peut vous dire combien ça a coûté. Parfois, on parle de 1000 milliards, 1600 milliards, 1500, etc. On ne sait pas. Et c'est l'argent qui a été emprunté avec les créances privées, donc les eurobonds. Et puisque en l'état actuel, on n'a pas pour le moment trop de choix parce que les ruptures ne peuvent pas venir être très radicales, est-ce qu'il ne serait pas mieux de s'endetter quand même auprès des institutions financières internationales, ce que vous appelez la dette multilatérale, auprès du FMI, de la Banque mondiale, de la BAD, ou de la Banque africaine de développement, où c'est des taux de remboursement qui sont très faibles, entre 0 et 1%. Ensuite, quoi qu'on dise, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un peu plus de transparence, de contrôle par rapport à la mise en œuvre de certains projets pour lesquels ces institutions financières-là investissent leur argent, ce qui n'est pas le cas pour les eurobonds, où le président, l'État, etc., peut prendre cet argent-là et en faire ce qu'il veut. Oui, oui. La dette n'est pas une mauvaise chose en soi, mais comme je disais, la dette en monnaie étrangère, c'est la servitude. C'est-à-dire que si vous voulez être un État souverain avec votre indépendance politique, vous devez aspirer à ne plus avoir de dette en monnaie étrangère. Pour moi, c'est un horizon que nous pouvons nous fixer et que nous devons nous fixer. Je ne dis pas que du jour au lendemain, on doit couper parce qu'il y a beaucoup de contraintes. La dette extérieure, c'est la somme de toutes nos contraintes. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire que toutes ces contraintes ont disparu, les contraintes technologiques, etc., les contraintes sur le plan de la souveraineté alimentaire, etc. Donc, il faudra composer avec ça, mais de manière intelligente. Quand vous investissez, par exemple, dans les infrastructures, c'est bien, vous pouvez mettre, je ne sais pas combien, 1000 milliards de CFA en devises, l'équivalent en devises, mais ce projet-là ne va pas vous générer les recettes d'exportation ou bien les devises additionnelles qui vous permettront de payer vos dettes. C'est ça que je voulais dire. Et dans tous les cas, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le capital étranger, la finance étrangère, je veux dire que ce soit sous la forme de l'aide, que ce soit sous la forme de l'endettement, que ce soit sous la forme de l'investissement direct étranger, toute devise a vocation à être utilisée à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on vous aide pour $1 million, ou bien qu'on vous prête $1 million, ou qu'on investit chez vous $1 million, ce $1 million n'est pas, disons, au Sénégal sur un compte bancaire. Ce $1 million, il est à New York dans une banque. Et donc, ce $1 million, la seule manière de le dépenser, c'est d'acheter des choses à l'étranger. C'est-à-dire soit de faire des importations, soit de payer la dette, etc. Donc, l'argent de l'étranger a vocation à être dépensé à l'étranger. Ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi, quand on vous finance et que ça ne permet pas de dégager, disons, plus de devises sous forme de recettes d'exportation, ça détériore votre balance commerciale. C'est ça que vous devez comprendre. Et ça aussi, ça alimente le mécanisme pervers de la dette extérieure. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. La question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est est-ce que nous avons les ressources? Par exemple, est-ce que nous avons des terres? Est-ce que nous avons la main-d'œuvre? Est-ce que nous avons l'expertise technique? Est-ce que nous avons les technologies? Si nous les avons, nous n'avons pas besoin de financement extérieur. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre propre monnaie, vous n'avez pas de contraintes financières. La Banque centrale peut jouer les jeux à travers le système bancaire pour mettre à disposition l'argent. Et je rappelle une fois de plus que l'argent, c'est juste des entrées électroniques qu'on met sur un compte en banque. Si, par exemple, un pays qui a sa propre monnaie, disons la Guinée, se disait qu'il y a le COVID-19 et maintenant je veux monter une industrie pharmaceutique. Et la Guinée se dit que j'ai l'expertise technique, j'ai les locaux et voilà, j'ai tout le matériel, j'ai tous les équipements. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. La Banque centrale guinéenne peut aider à financer ce processus-là. Donc, ce que cela montre, c'est que quand on va véritablement avoir beaucoup plus d'indépendance sur le plan financier, il faut d'abord partir des ressources qu'on a. Mais tant qu'on ne part pas des ressources qu'on a, on sera toujours dépendant du capital étranger, de la finance internationale.
Et une fois de plus, il faut comprendre que l'argent qu'on vous donne de l'étranger, ça ne vient pas chez vous, ça a vocation à être dépensé à l'extérieur. Donc, l'argent qui peut aller chez vous, c'est l'argent qui est créé chez vous. Et donc, ça aussi, il faut le comprendre. Et donc, par exemple, si on nous dit qu'on nous prête 100 millions d'euros pour payer nos fonctionnaires, mais ces 100 millions d'euros vont être convertis en CFA. Et quand ils vont être convertis en CFA, c'est de l'argent frais qu'on crée et qu'on met, disons, à la disposition du gouvernement pour payer ses fonctionnaires. Et donc, dans tous les cas, ce que ça montre, c'est que la Banque centrale, indépendamment de toute aide, a la possibilité de créer cet argent-là pour donner à l'État, pour qu'il paye ses fonctionnaires. Donc, quand on se situe dans une perspective de souveraineté monétaire, la dette en monnaie étrangère doit être la dernière chose à laquelle on pense. On mobilise d'abord les ressources, on voit quelles sont les ressources réelles que nous avons, terre, main-d'œuvre, expertise, etc. À partir de là, on essaie de financer en monnaie locale. Si on n'a pas, et que ça peut être porteur sur le long terme, parce que ça peut s'autofinancer à travers les recettes d'exportation, etc. Là, oui, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nos pays sont très dépendants de ce qu'on appelle le cycle de liquidité global. Le cycle de liquidité global, c'est-à-dire les flux et reflux de la finance internationale. Des taux d'intérêt à zéro, beaucoup de quantitative easing dans les pays du Nord, et c'est les pays du Sud qui sont pris dans l'engrenage et ils s'endettent massivement, comme le Sénégal. Et vous avez raison de le dire, le Sénégal a pris 2 eurobonds en 2018. 1 million d'euros, 1 million de dollars, et je pense que les taux étaient 6% et 4,75%. Et donc, la maturité, c'est-à-dire que ces 2 eurobonds vont être payés en 2028. Chaque année, on va payer juste les intérêts, ce qu'on appelle le coupon. Mais c'est en 2028 qu'on va payer les 2 milliards, 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. Et évidemment, le gouvernement qui sera là-bas en 2028 ne pourra pas payer les 2 milliards. C'est clair. Il va encore emprunter pour payer. C'est ça. Est-ce qu'on a fait les investissements qui nous permettent de payer cela? C'est cette question qu'il faut se poser. Oui. Ndogo, Fanta m'a dit qu'il y a énormément de questions sur la dette. Mais d'abord, je vais résumer cette deuxième partie. Selon vous, la dette extérieure n'est pas la cause du sous-développement des pays du Sud. C'est plutôt un symptôme des relations asymétriques qui prévalent au sein de l'économie mondiale. Annuler la dette extérieure est une mesure de court terme qui peut soulager les budgets des gouvernements, mais cela ne suffit pas à résoudre définitivement le problème de la nécessaire transformation structurelle des économies africaines qui doivent aspirer à l'autosuffisance dans la mesure du possible. C'est bien ça que vous voulez dire, Nongo? Tout à fait, bon résumé. On donne la parole à Fanta. Beaucoup de questions sur la dette. Fanta, c'est à vous. Énormément. Lika, sur Facebook, sur Twitter, sur la plateforme Zoom. Donc, on va commencer par celle de la plateforme Zoom. Avec Elhadj Abdoulaye Seck, qui demande si le débat de l'annulation de la dette de l'Afrique ne risque-t-elle pas de l'amener à un ajustement structurel? Il y a cette crainte, Parce que, comme je vous disais, avec le cycle de liquidité globale, les pays africains ont été, disons, pris comme des poissons. Ils sont tous jetés pour s'endetter de manière irresponsable. Je dis irresponsable parce qu'on n'a pas vu le produit de cet endettement-là dans beaucoup de pays africains. Je ne parle pas du Sénégal en particulier, mais beaucoup de pays africains. Vous voyez des pays comme la Zambie, ils doivent être actuellement en ajustement structurel dans la période du coronavirus. Et donc, ce que prévoit le FMI, parce qu'on a vu que pour près d'une vingtaine de pays africains, on a, disons, partiellement annulé la dette. On l'a annulée pour leur permettre de pouvoir continuer à payer la dette une fois les 6 mois passés, les 6 mois d'annulation du paiement du service de la dette. Donc, l'approche du FMI, c'est une approche pro-créancier, c'est-à-dire que ceux qui prêtent de l'argent. Et donc, la meilleure manière de visualiser les intentions du FMI, c'est de regarder ses projections sur ce qu'on appelle le solde primaire. Le solde primaire, c'est, disons, un indicateur qui représente la différence entre les dépenses du gouvernement moins les revenus du gouvernement. C'est ça qui représente le solde primaire. Mais dans ce solde primaire, dans les dépenses du gouvernement, on ne prend pas en compte les intérêts qui sont payés sur la dette. Vous savez, je vous ai dit que la Grèce va perdre une génération.
Pourquoi? Parce qu'on lui a imposé des soldes primaires de 3,5%. Pour la Zambie, le FMI prévoyait des soldes primaires de 6%. Donc, vous voyez les intentions du FMI. Et donc, ce n'est pas pour tous les pays où il y a des soldes aussi criminels. Je dis criminels parce que quand vous imposez des soldes primaires comme ça veut dire que certains vont, voilà, il n'y aura plus de services sociaux, la qualité va décliner, certains enfants vont être allés à l'école, etc. C'est l'ajustement structurel dans sa version la plus brutale. Et donc, ça, c'est un scénario qu'il faut craindre parce que s'il n'y a pas une annulation de dette, pour beaucoup de pays africains, surtout des pays comme la Zambie, mais on ira vers l'ajustement structurel. Et c'est ce qu'avec un ami économiste américain, on a appelé les prisons pour débiteurs souverains. C'est-à-dire que quand vous êtes en prison et que vous êtes valide, que vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas avoir de revenus en prison pour pouvoir payer vos dettes. Et donc, ça, c'est l'approche du FMI. Des économies qui peuvent être viables, qui peuvent connaître un niveau de croissance économique, le FMI les met en prison. Et donc, ces économies doivent perdre une décennie, 2 décennies, etc. C'est pourquoi il faudra une réponse très forte. Et donc, dans les alternatives que je recommande, il y a la nécessité de réformer la manière dont le FMI gère l'insolvabilité souveraine, c'est-à-dire des gouvernements qui, en moins de 10, on ne peut plus payer la dette. Dans ce cas, le FMI, sa thérapie, c'est ajustement structurel, une décennie perdue, voire 2 décennies. Il faut que l'Afrique refuse ça en demandant au FMI et aux pays qui dominent le FMI d'accepter une réforme du FMI. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est ce qu'on a appelé le PSIR, Preemptive Sovereign Insolvency Regime. Ça veut dire un régime qui anticipe, disons, les épisodes d'insolvabilité. Quand un pays est proche de l'insolvabilité, on ne va pas le mettre en prison, on va l'aider, annuler les dettes partiellement et l'aider à retrouver la croissance. Quand ce pays aura retrouvé la croissance, sera sur une bonne dynamique, peut-être que ce pays pourra continuer à honorer le service de la dette, mais pas les mettre, disons, dans une prison pour débiteurs. Et donc, dans cette logique-là d'annulation de dette, il faut prendre en compte la nécessité de restructurer le FMI. Parce que s'il n'y a que des annulations partielles ou des moratoires, on va se retrouver vers des dynamiques d'ajustement structurel qui peuvent être très douloureuses pour nos populations et pour nos économies. Merci, docteur. Une question de Immense Amovin. Que pensez-vous de l'une des dernières sorties du président Paul Kagame qui propose que les bailleurs devraient nous prêter en monnaie locale et se faire rembourser en monnaie locale? Oui, ça aussi. Alors, Fanta, je vais ajouter à l'endroit de Ndongo Sambasila, s'il peut vraiment raccourcir les explications, les réponses, si tu peux vraiment les concentrer, parce qu'il reste une partie et il y aura le Wolof également, comme je vous l'avais précisé au début de ce webinaire. Et puis, il y a énormément de questions. Ça, à l'encontre à l'endroit de Fanta, si tu peux résumer ou mettre ensemble 2 ou 3 questions qui peuvent aller ensemble, quoi. Et donc, vous résumez davantage vos réponses. OK, merci beaucoup. Je vais essayer. En fait, on n'a pas besoin de cela parce que quand vous avez votre propre monnaie nationale, par exemple, le Rwanda est un pays qui a sa propre monnaie nationale, le Rwanda n'a aucune contrainte financière intrinsèque dans sa propre monnaie. Si le Rwanda a les ressources, le Rwanda peut financer n'importe quel projet. Pourvu que le Rwanda ait les ressources, le Rwanda n'a pas besoin que la Banque mondiale vienne lui prêter en monnaie nationale. Parce que si le Rwanda lui prête en monnaie nationale, que la Banque mondiale lui prête en monnaie nationale, c'est comme si la Banque mondiale était une forme de banque centrale pour le Rwanda. Non, c'est absurde. Il faut que les pays puissent collaborer, les gouvernements collaborer avec les banques centrales pour financer en monnaie nationale tous les projets qui peuvent l'être. Et donc, le financement en monnaie nationale n'est pas inflationniste si cela permet d'accroître les capacités productives. Il y a un spectateur qui rebondit sur votre propos, à savoir que l'annulation de la dette est quasi impossible. Donc, pour lui, quelle est la proportion, sinon le volume de la dette sénégalaise qui peut être annulée actuellement? Je n'ai pas très bien compris la question. Qu'est-ce qui est impossible? Il veut avoir la proportion de la dette sénégalaise qui peut être annulée actuellement. Ce n'est pas une question de proportion, c'est une question de structure.
Disons, la dette sénégalaise est détenue principalement par des créanciers privés. Ça doit être de l'ordre de 34% par là. Et après, le restant de la dette est relativement équilibré entre la dette multilatérale et la dette bilatérale. Et donc, la dette due à des créanciers privés sera difficilement épongeable. Et donc, tout dépend, disons, des rapports de force. Je ne pense pas que cette dette puisse être annulée. Pour ce qui est de la dette multilatérale, je ne le pense pas non plus, parce que sinon, on aurait vu des annonces en ce sens. Et ce n'est pas ce qui est contemplé. Donc, dans le cas du Sénégal, peut-être qu'il faudra passer une certaine terreur, mais par la suite, il faudra rembourser la dette, comme beaucoup d'autres pays africains. Mais tout dépend des alternatives qui pourront être portées par les chefs d'État africains. Et là, ils ont formé une task force avec 4 personnes qui sont issues du milieu de la finance. Et leur discours n'est pas l'annulation de la dette, mais peut-être trouver des moratoires, peut-être plus de liquidité de la part du FMI, etc., plus d'endettement, plus de rééchelonnement. Mais ce n'est pas une perspective de déconnexion vis-à-vis des marchés financiers. Il faut être clair. Oui, Ndongo, au sujet de cette task force d'ailleurs, il y a aujourd'hui plusieurs autres grands noms africains de la politique et de l'économie qui ont publié un texte collectif ce matin dans Jeune Afrique au sujet de la décision du G20 d'une suspension partielle de la dette. Un moratoire pas ambitieux, estime ce collectif, pour permettre à l'Afrique de combattre véritablement le Covid-19 et ses conséquences économiques. Le collectif préconise d'élargir le nombre de pays bénéficiant d'un moratoire sur la dette, d'accroître la participation des créanciers privés, de renforcer les droits de tirage spéciaux et enfin d'améliorer la gouvernance et la transparence quant à l'utilisation de ces ressources. Je précise que parmi ces rédacteurs de cette déclaration, 4 composent la force opérationnelle de l'Afrique contre le coronavirus, c'est la task force dont tu faisais état. Il y a l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, il y a Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit Suisse, Daniel Taberuka, ancien directeur de la Banque africaine de développement. Alors, leurs propositions sont-elles pertinentes et efficaces, surtout en rapport avec la demande de plus en plus pressante d'intellectuels, d'activistes, de membres de la société civile, tout simplement, qui espèrent amorcer l'après-Covid-19 avec des ruptures significatives, notamment sur le plan monétaire et économique, mais aussi dans nos différents rapports avec les grandes puissances? Mon point de vue sur cette task force et leur article qu'ils ont publié aujourd'hui dans Jeune Afrique, c'est qu'ils ne sont pas dans une perspective de rupture, ils sont dans une perspective ponctuelle, conjoncturelle, pour gérer une situation qui est là. Mais ce n'est pas dans une posture de rupture, parce que quand on est dans une posture de rupture, le problème c'est comment faire pour ne jamais s'endetter ou bien s'endetter de moins en moins en monnaie étrangère. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on ait la confiance des marchés. Tout à fait. La confiance des marchés, c'est avoir des taux d'intérêt importants, c'est ne pas avoir des déficits budgétaires pour pouvoir renforcer l'économie, les dépenses publiques, etc. Et donc, ils ne sont pas dans une perspective de déconnexion. Ça, il faut être clair, ils sont dans une perspective qui est strictement financière. Alors que moi, la perspective dont je parle, c'est une perspective qui repose sur la mobilisation des ressources locales. Est-ce qu'on a besoin d'emprunter de l'argent à la Banque mondiale? Il faut voir. Parce qu'il y a des choses que nous ne produisons pas, on peut avoir besoin de l'argent de la Banque mondiale ou de créanciers privés. Mais si des choses que nous pouvons produire, nous n'avons pas besoin de la finance internationale. Il faut juste que le secteur bancaire, la Banque centrale, joue son rôle. C'est exactement cela. Mais eux, ils ne sont pas dans cette perspective. Et aucun problème politique à l'endettement en monnaie étrangère. Moi, je vois un problème politique et un problème économique à l'endettement en monnaie étrangère. Et il y a le fait aussi qu'une fois qu'on sera endetté, voilà, on sait que pour payer la dette, il faut avoir un certain nombre il faut avoir de bons prix pour nos exportations. Et ça, ce n'est pas garanti. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on ne pourra plus payer ces dettes-là? Mais ça va être l'ajustement structurel. Donc, il faut aller plus loin encore en disant qu'il faut réformer la manière dont le FMI gère la dette souveraine. Quant aux droits de tirage spéciaux, c'est une question politique parce que ça dépend des États-Unis principalement. Et donc, pour pouvoir augmenter les liquidités à travers les droits de tirage spéciaux, il faut que les États-Unis soient d'accord, alors que les États-Unis actuellement, ils sont en mode off pour ce qui est du multilatéralisme. Tout ce que cela montre, mais c'est qu'une fois de plus, il faut être dans une perspective d'autosuffisance, une perspective souveraine. Ce n'est pas facile à avoir du jour au lendemain, mais il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Et c'est ce que je ne vois pas dans cette task force-là. De toutes les façons, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose parce qu'il ne s'agit que de produits
justement des institutions financières internationales. Fanta, on va y aller pour d'autres questions très rapidement. Ndongo, il vous reste vraiment très peu de temps. Fanta, les autres questions. Oui, l'Afrique peut-elle vivre sans dette? Peut-elle vivre sans dette? En fait, ce qu'il faut dire à la base, c'est que la monnaie même est une dette. Toute monnaie est une dette. Quand vous voyez un billet de banque, par exemple, on met $1, ce $1, c'est une dette que l'État doit à celui qui détient ce billet de $1-là. Donc, la monnaie au départ est une dette. Et donc, quand on vit en société, nous avons des obligations réciproques. Donc, la dette est toujours là, elle est au fondement du cœur social. Et donc, la dette en monnaie nationale ne pose aucun problème. Je vous ai dit que le Japon, avec plus de 200%, tout à fait. le ratio dette publique sur PIB n'est pas surendetté. Mais le Sénégal a 65% l'est parce que le Sénégal a une dette qui est liée en devise, en monnaie étrangère. Tout à fait. La dette privée dont on ne parle pas, la dette privée, c'est-à-dire la dette due par les ménages, due par les entreprises, elle a des effets économiques très importants dont les économistes malheureusement ne parlent pas. Et cette dette-là qui risque de faire des ravages si on sort un peu du Covid-19. Donc, il faudra faire attention à la dette privée. Absolument. On n'en parle pas beaucoup. Absolument. Fanta, une autre question. Quelle entité mettre en place au Sénégal pour gérer les investissements étrangers? Et quel en serait le modèle de gouvernance? En fait, si vous regardez, disons, l'évolution de l'Afrique, disons, depuis 2000, a priori, la croissance économique a été de 5%, la croissance du PIB. Et au même moment, chaque année, ce qu'on appelle les transferts nets de revenus, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye sur la dette, les profits qui sont rapatriés par les multinationales, c'était du même ordre, 5%. Et donc, c'est ça le problème du sous-développement. C'est-à-dire tout ce qui est accumulé chez vous va vers l'extérieur. Dans ces contextes que vous ayez des taux de croissance de 10%, 7%, ça ne change pas vraiment la donne. Parce que c'est le mécanisme même qui fait pomper votre surplus vers l'extérieur qui pose problème et qu'on ne change pas. Si vous regardez bien, j'avais fait un peu ce travail pour 28 pays en Afrique subsaharienne entre 2000 et 2016. Les montants qui ont été payés au titre, disons, des intérêts sur la dette, c'était 100 milliards de dollars entre 2000 et 2016 pour 28 pays africains représentant 85% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Et au même moment, les transferts de profits vers l'étranger, les transferts par les multinationales, c'était 500 milliards sur la même période. Donc, 5 fois plus élevé que les intérêts sur la dette. Donc, quand on attire, entre guillemets, des investisseurs directement étrangers, c'est un moyen aussi de pomper nos surplus vers l'extérieur. Et ça, le sous-développement. Il en reste encore des questions, Fanta? Parce qu'il faut qu'on entame rapidement la deuxième partie. Et s'il nous reste encore du temps, on va... Oui? On peut entamer la deuxième partie. La toute dernière partie, vraiment, c'est... Et puis, les questions sur la dette peuvent également revenir après la troisième partie, hein, qui porte maintenant, Ndongo Sambasila, sur les alternatives que vous nous proposez. D'accord. En fait, par rapport à la question des alternatives, j'aurais un mot. Et donc, le mot, c'est déconnexion. Déconnexion, c'est le titre d'un ouvrage que Samir Amin a publié au début des années 80. La déconnexion est une stratégie pour que les pays pauvres, disons, sous-développés, qui vivent des relations asymétriques dans le système mondial, puissent s'en sortir. Donc, la déconnexion, ce n'est pas l'autarcie, c'est-à-dire la fermeture totale sur soi, mais ce n'est pas non plus la mondialisation à tout va. Ce n'est pas le libre-échange à tout va, ce n'est pas la libéralisation financière à tout va. C'est un juste milieu entre l'autarcie et la mondialisation à tout va. La déconnexion, ça veut dire mettre l'accent sur les priorités des populations, de la grande masse, privilégier ces intérêts-là sur les demandes du système mondial, sur les demandes, disons, du capital financier international. Et donc, c'est ça la déconnexion. Et donc, pour avoir une stratégie de déconnexion, cela suppose un certain nombre, disons, de principes, parmi lesquels le fait de pouvoir avoir le contrôle sur la rémunération de la force de travail.
Par exemple, quand on dit rémunération de la force de travail, on parle bien entendu de l'agriculture, parce que nous avons dans la plupart des pays au moins 50 à 60% de nos populations qui sont dans l'agriculture. Donc, il faut que l'État prenne les mesures qu'il faut pour augmenter les revenus des agriculteurs, leur productivité et obtenir la souveraineté alimentaire. Ça, c'est important pour toute démarche de déconnexion. La deuxième chose, c'est qu'il faut plus de souveraineté monétaire. Et le terme que Samir Amin utilise, c'est maîtrise la centralisation du surplus. Parce que tous les économistes, un temps soit peu lucides, savent que vous ne pouvez pas avoir un modèle de développement cohérent si vous ne maîtrisez pas l'instrument de crédit. C'est-à-dire, qui doit avoir accès au financement et à quel taux. Si l'État ne dispose pas de cet outil, cet État ne peut pas faire une politique de développement cohérente. Ici, dans nos pays, ceux qui utilisent le franc CFA, comme dans d'autres pays africains, ce n'est pas l'État qui dispose, disons, de l'instrument de crédit. Ce sont les banques étrangères qui sont là, qui disent à qui on peut prêter et à quel taux. Et donc, il faut que nos États reprennent cette prérogative-là, parce que sans cela, on va être dans des situations absurdes où, par exemple, pour prendre le cas du Sénégal, les PME-PMI représentent 95% du tissu productif et pourtant, ils ne représentent que 5% des crédits bancaires. Les agriculteurs, qui représentent près de 60% de notre population, ne bénéficient que de 1% des crédits bancaires. Quand vous n'avez pas la maîtrise de la centralisation du surplus, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vous développer. Ça aussi, c'est important. Il faut la préférence nationale. Et quand je dis préférence nationale, je ne dis pas ça de manière nationaliste, xénophobique, etc. C'est-à-dire qu'il faut que nous disions que si nous voulons fabriquer, si nous voulons créer des emplois, avoir de la valeur ajoutée sur place, éviter les importations, éviter les transferts massifs de profit, il faut que nous consommions ce que nous produisons. Il faut le Made in Sénégal, Made in Mali, Made in Guinée, etc. Et ça demande beaucoup de pédagogie de la part du gouvernement, mais aussi un encadrement, disons, du secteur productif. C'est essentiel. Les marchés nationaux doivent être réservés prioritairement à la production nationale. Et il faut une souveraineté sur la gestion des ressources naturelles également. Et pour cela, il faut certainement beaucoup de concertation au niveau africain. Et il faut aussi réduire la dépendance technologique. Durant cette épreuve du coronavirus, on a vu qu'il y a l'innovation sénégalaise disons, est entrée en éruption, si je peux dire. On a vu les jeunes fabriquer beaucoup de choses intéressantes qu'on croyait ne pas être en mesure de fabriquer. Et donc, il faut renforcer les systèmes nationaux d'innovation à travers un encadrement étatique. Ça, ce sont les principes pour une déconnexion. Quand je dis déconnexion, une fois de plus, ce n'est pas l'autarcie, mais pour avoir un développement maîtrisé. Et donc, ce développement maîtrisé n'aura pas lieu seulement au niveau national. Il faut des dynamiques, disons, au niveau régional en Afrique, voire au niveau continental. Il faut plus d'intégration monétaire. Et quand je dis plus d'intégration monétaire, moi, je ne pense pas à monnaie unique. En dehors d'un cadre d'une Afrique fédérale unie. Si on n'a pas une Afrique unie, ce n'est pas nécessaire, disons, d'avoir une monnaie unique, parce que la monnaie, c'est toujours l'instrument d'un État. Mais en attendant d'en arriver là, on peut avoir un fonds monétaire africain où les différents pays pourraient déposer une partie de leurs réserves de change. Et ces réserves de change pourraient être utilisées pour financer des projets innovants sur le continent, mais aussi pour que les différents pays africains se soutiennent, pour qu'on ne passe pas par la case FMI. On pourrait avoir une unité de compte commune et un système de paiement continental comme à l'image du projet Afreximbank. Il faut des programmes communs d'autosuffisance énergétique et alimentaire au lieu d'aller vers le libre-échange, la zone libre-échange continentale. Il faut aller vers l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Pour prendre le cas de la CEDEAO, entre 20 et 60% de la valeur de nos importations totales concerne les produits alimentaires et énergétiques. On a tout ce qu'il nous faut. Pourquoi nous importons ces produits? Il faut relocaliser tout ça et on peut le faire grâce à la finance nationale. Il faut une politique commune de vente de nos matières premières. Comme ça, on peut soutenir leur cours et ne pas être à la merci, disons, des marchés qui décident quel prix ils vont payer un jour pour le coton, demain pour le cacao, etc. Il faut une stratégie d'industrialisation qui est concertée à l'échelle continentale. Et cette stratégie d'industrialisation n'est pas possible
disons, dans le cadre du libre-échange, parce que le libre-échange, c'est la compétition, ce sont les marchés. Alors, pour s'industrialiser, il faut aller contre la logique du marché. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner les projets qui sont porteurs pour le long terme. Et on sait que le marché ne sélectionne jamais les projets qui sont porteurs pour le long terme. Et donc, ça aussi est important. Il faut une politique commune pour attirer, en fait, pour gérer les investissements étrangers. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on est tous en concurrence les uns avec les autres. Et aussi, il faut bien entendu beaucoup plus d'intégration sur le plan des infrastructures. Et il faut aussi mettre en place de grandes compagnies, de grandes entreprises panafricanistes qui assurent le transport des marchandises échangées entre les Africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que là également, sur le plan du commerce extérieur, nous payons beaucoup de choses pour des assurances, pour le transport, etc. Tout cela fait partie des mécanismes de dépendance et il faut que l'Afrique s'attaque à cela. Et bien entendu, il n'y a pas de bonne loi sans de bonnes armes, comme disait Machiavel. Donc, il faut une armée continentale et c'est important parce que, comme disait aussi Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement et on a besoin que toutes les crises qui se passent en Afrique soient gérées par les Africains eux-mêmes. On n'a pas besoin qu'il y ait des forces impérialistes qui viennent pour faire le travail à notre place. Et en fait, il ne faut même pas le travail, généralement, c'est l'instabilité pour l'instabilité. Donc, il faut une armée continentale et améliorer la représentation des Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut que les Africains soient représentés. Et donc pour terminer rapidement, deux points par rapport au niveau multilatéral. Il faut annuler la dette extérieure. Il faut se battre pour ça et il faut qu'on réforme le système de gestion de l'insolvabilité souveraine. Ça, je l'ai dit. Si on ne fait pas cela, ajustement structurel, des décennies perdues. Alors, donc, c'est tellement passionnant tout ce que vous êtes en train de dire qu'on n'a même pas envie de vous couper. Mais franchement, il faut vraiment raccourcir. On a déjà fait 1h30. C'est extraordinaire. On n'a pas senti le temps passer. C'était dynamique. C'était bien fait. Je résume rapidement. Je vous pose une question et on enchaîne avec le Wolof. Et Fanta se prépare pour poser les questions en Wolof. Fanta, vous allez traduire les questions de nos followers en Wolof. D'accord? Alors, pour les alternatives, entre une autarcie impossible et une intégration au système mondial, il y a un juste milieu que Samir Amin appelait la déconnexion, c'est-à-dire le fait de privilégier les intérêts des populations par rapport aux demandes du système mondial. Cette stratégie requiert, entre autres, de mobiliser autant que possible les ressources locales en privilégiant la finance locale. Elle suppose également, selon le docteur Ndongo Sambasila, conférencier ce soir, une intégration africaine qui rompt avec les tenants du libéralisme économique. Donc, au sujet du libéralisme économique, mais le libéralisme, c'est la concurrence et c'est détenu par les privés. Il y a le désaccord et quand il y a des accords, je pense qu'on crée beaucoup plus de productivité, de production. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de productivité ni de qualité. C'est mon avis. Hein? Et puis, par rapport à cette déconnexion de Samir Amin, je vais un peu vous challenger là-dessus. Est-ce que votre génération ne doit pas quand même essayer de mettre à jour ces pensées de Samir Amin? En fait, quelqu'un comme Samir Amin, c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps. Et donc, les gens qui sont en avance sur leur temps, c'est les générations plus tard qui découvrent leur lucidité, qui découvrent la pertinence de leurs propos. Mais pour revenir sur le libre-échange, c'est ce qu'on dit. Il y a deux ouvrages que je conseille pour peut-être il y a des étudiants parmi nous, des étudiants en économie. Le premier ouvrage, c'est d'un économiste qui s'appelle Ha Jung-Chang, il est d'origine sud-coréenne, qui s'appelle Kicking Away the Ladder, ça veut dire jeter l'échelle. Si vous lisez ça, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun pays qui soit développé via le libre-échange. Il y a un autre livre d'un économiste très connu, économiste de développement, Eric Reinert, qui s'appelle Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres. C'est un Norvégien. Il n'est pas radical. Il dit que le libre-échange, c'est une doctrine coloniale. Et donc, il ne faut pas partir de la compétition, il faut l'émulation. Le libre-échange, ce n'est pas une théorie de la croissance, c'est une théorie de l'efficience. L'efficience, ça veut dire quoi? Vous avez 100 entreprises qui produisent 1000 tonnes. Après le libre-échange, vous avez 2 entreprises qui produisent 100 tonnes. Donc, vous avez vu que vous n'avez plus beaucoup d'entreprises et la production a baissé. C'est ça le libre-échange. C'est l'efficience, ce n'est pas le développement. Et pour atteindre ce résultat-là, l'efficience d'un point de vue théorique,
cela suppose déjà le plein emploi. Donc, toutes les théories de libre-échange supposent déjà le plein emploi. Et si vous voyez le chiffre qui circule autour de la zone de libre-échange continentale, disant que ça va doper le commerce entre pays africains, les travaux sur lesquels ce chiffre-là repose partent de l'hypothèse que l'Afrique est au plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sous-emploi et que tout roule. Et donc, si vous partez de cette image qui est tout à fait ridicule, vous pouvez dire que le libre-échange marche. Donc, s'il n'y a pas de plein emploi, vous ne pouvez pas défendre d'un point de vue théorique le libre-échange. Ça, c'est des résultats économiques que les économistes de développement connaissent. Mais malheureusement, c'est toujours la doxa qui règne, y compris entre nous, Africains.